question, c'est comment l'école a-t-elle évolué depuis Jules Ferry? Quelles sont ses missions, sa force, ses faiblesses, ses priorités actuelles? Et est-ce que tu peux nous accorder un mot d'histoire du siècle dernier, nourri d'événements et de lois qui l'ont fait évoluer? Pouvons-nous parler aujourd'hui d'école plurielle? C'est un mot qui a été introduit dans le vocabulaire politico-médiatique par Lionel Jospin quand il a été Premier ministre. Il avait une majorité dite plurielle. Pluriel veut dire diversité, mais c'est un joli mot. Y compris l'école confessionnelle, avant d'aborder ses missions proprement dites. Donc merci encore Claude pour répondre brièvement à cette première question d'allure historique et puis engager le premier chapitre de son exposé. Bon, il faut bien voir. Ça marche ça? Oui. Bon, il faut bien voir une chose, c'est que l'école de Jules Ferry, gratuite, obligatoire et laïque, en vérité, elle a tout de suite été, elle était tout de suite, et elle est restée jusqu'à au moins les années 60, c'est-à-dire pendant 80 ans, plurielle. Parce que l'école de Jules Ferry, c'est une école qui n'exclut, enfin quand on dit qu'elle est gratuite, obligatoire et laïque, ça veut dire que tous les enfants doivent aller à l'école primaire, c'est tout, jusqu'à 12 ans. Et ça veut dire que dans la société française de l'époque, il y a 15% d'une génération, c'est-à-dire les fils des bourgeois, les fils des cadres supérieurs, les fils des avocats, des professions libérales, qui ne vont pas dans l'école communale, qui vont dans ce qu'on appelle les petites classes de lycée et qui continueront, eux, jusqu'au baccalauréat aux études supérieures, alors que dans l'école communale, on s'arrêtera au certificat d'études, c'est-à-dire à 12 ans. Par ailleurs, les écoles confessionnelles continuent à exister. Jules Ferry n'a pas interdit les écoles confessionnelles, et jusqu'à la loi Debré de 1959, qui est une loi capitale, jusqu'à la loi Debré de 1959, les écoles confessionnelles ne sont astreintes à rien. C'est un peu comme en Italie aujourd'hui, c'est-à-dire on enseigne jusqu'à 1959 dans les écoles confessionnelles à peu près ce que l'on veut. On n'est pas astreint par les programmes, par les horaires, etc. Et donc, au moins jusqu'à 1959, il y a des clivages énormes dans l'école de la République. Je vous ai donné les trois principaux. Et les passages de l'école communale au lycée, par exemple, sont rares. Sont surtout les faits des enfants d'enseignants, sont faits sur des bourses, progressent au cours des années 1900, 1910, 1920, 1930. Un bon exemple, c'est Pagnol. Pagnol, fils d'instituteur, il commence à l'école communale et il a une bourse pour passer en 6e parce que c'est un élève exceptionnel. Mais le clivage reste extrêmement important entre l'école du peuple et l'école des élites, d'une part, et entre l'école laïque et l'école confessionnelle, d'autre part. Alors, ce qui est nouveau depuis, disons, 1960 à peu près, d'abord, l'école confessionnelle, avec la loi Debré, cesse d'être ailleurs dans le système éducatif français. Parce que, fondamentalement, qu'est-ce que dit la loi Debré, qui est une loi absolument capitale? Elle dit, je vais en partie financer, moi, État, l'école confessionnelle, et comme contrepartie, vous appliquerez les programmes, les horaires, etc. Il y aura ce qu'on a appelé un caractère propre de l'école confessionnelle, et donc vous pourrez faire des choses en plus ou faire des choses différemment de l'école publique. Mais fondamentalement, si vous voulez que, en somme, je finance en partie les enseignants, d'ailleurs les enseignants c'est même totalement, mais en partie le fonctionnement de votre école, alors vous appliquerez les programmes, les horaires, etc. et les missions. De sorte que, et naturellement l'école confessionnelle en 1959 a dit oui. A dit oui, c'est-à-dire que toute l'école confessionnelle de l'époque a passé un contrat avec l'État. Et le contrat dispose exactement ça. Là, je finance les enseignants et une grande partie du fonctionnement de l'école confessionnelle contre le fait que vous éduquerez comme l'école publique. Après, on peut discuter, mais si vous voulez, ça veut dire la loi Debré est une loi capitale parce qu'elle réintègre l'école confessionnelle
dans l'école française. Et quand j'ai présidé la commission, tu as bien voulu rappeler ça, il y a 20 ans sur l'avenir de l'école, j'ai refusé que ma commission n'ait pas de représentant de l'école privée sous contrat. D'ailleurs, en France, il ne faut jamais dire école privée quand on parle de l'école catholique ou quand elle a un contrat. Il faut dire privée sous contrat. L'école privée sous contrat en France est un volet de l'école, au même titre que l'école publique. Alors, il y a des écoles privées hors contrat. Ça, c'est un sujet qu'on pourra éventuellement, si l'un ou l'autre veut poser une question, traiter. Mais le fond de la question, l'école privée sous contrat qui représente à peu près de l'ordre de 20% des élèves, eh bien, c'est des élèves qui sont sous contrat avec l'État. Donc, réintégration. Et par ailleurs, la question, en somme, lorsque moi-même, si vous voulez, je suis né en 1947, et donc j'ai été à l'école communale. J'étais à l'école communale dans un quartier de Paris. Et j'ai passé l'examen d'entrée en 6e. Mais de ma génération, combien d'enfants entraient en 6e? 1 sur 2. 1 sur 2. Il faut toujours penser à ça. Et puis, c'est-à-dire la génération 47. Et puis après, ça s'est augmenté, ça s'est augmenté, ça s'est augmenté. Et aujourd'hui, tout le monde suit l'école primaire, suit le collège. La scolarité obligatoire, l'âge de fin de scolarité obligatoire a été placé par un des derniers ministres de l'Éducation, M. Blanquer, dans une loi spécifique à 18 ans. On est obligé d'aller à l'école jusqu'à 18 ans. On est d'ailleurs obligé de commencer à 3 ans, ce qui est une spécificité française, et je pense que c'est une bêtise d'avoir fait ça, parce que de toute façon, les Français mettaient leurs enfants à l'école dès 3 ans, sans pour autant rendre la scolarité obligatoire. Mais enfin, maintenant, la scolarité obligatoire est obligatoire de 3 à 18 ans. De sorte que, ce qui est tout à fait nouveau depuis Jules Ferry, c'est nous qui avons fait ce que voulait Jules Ferry. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'école confessionnelle. Il y a une école privée sous contrat. Il n'y a plus le clivage fondamental peuple-élite. Il y a une école qui va jusqu'à 18 ans. Alors, dans cette école, il y a des inégalités. Je vais y revenir. Mais c'est une école globale du pays désormais, et qui d'ailleurs, j'enchaîne sur ce que je voulais vous dire, elle a 4 grandes missions. Mais avant de développer des missions, juste de mémoire, je crois en 1984, Savary, ministre de l'Éducation nationale, et soulèvement populaire. Oui. Comment avais-tu prévu ce soulèvement populaire? As-tu été surpris? Quelle a été ta réaction à l'époque face à cette manifestation historique? La force de la loi Debré, c'est qu'avec le contrat entre les écoles catholiques notamment, mais aussi protestantes, juives, musulmanes, qui le souhaitaient, et l'État, ça fait un compromis. L'école n'est plus en dehors, disons, du système éducatif français, mais elle n'est pas non plus intégrée totalement dedans. C'est-à-dire, il y a une liberté, je dis, il y a un caractère propre de l'école. Et donc, la loi Debré a organisé un compromis. Ce que le ministre Savary, pas tellement lui-même d'ailleurs, mais une partie de l'électorat de gauche qui était très très laïcard et très anti-école communautaire, voulait aller beaucoup plus loin que ça et voulait intégrer, voulait faire disparaître le caractère propre, Alors c'est ça qui a créé un grand soulèvement dans le pays, en 1984. Ça rejoint autre chose, notre société, vous comprenez. Il faut faire très attention avec les questions de laïcité, parce que, en fait, nous avons, au fil de l'histoire, et avec des gens exceptionnels, comme la loi Debré, mais aussi, par exemple, comme la loi de 1905. La loi de 1905, c'est l'œuvre d'Aristide Briand. Et sans Aristide Briand, on a justement une loi qui ne va pas du tout, qui va détruire la cohésion du pays. Aristide Briand fait une loi qui organise en effet une certaine séparation entre la laïcité, enfin plus exactement, qui définit ce qu'on appelle une société laïque, et c'est une société où il y a des compromis. Et il ne faut pas trop toucher à ces compromis parce que l'histoire les a faits et parce qu'il y a toujours dans le pays une certaine sensibilité autour de la masse des gens comme vous, comme moi, qui sommes d'accord avec ce genre de compromis et qui sommes d'accord avec des clivages différents. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des laïcs, il y a des gens athées, il y a tout ce qu'on veut, mais tout ce monde-là vit à peu près correctement, précisément dans l'espace laïque
de la société française. Autour de ça, vous avez deux oreilles autour de ce crâne. Vous avez l'oreille de gens, de croyants tout à fait excessifs dans leur façon de percevoir la société et l'école, une espèce d'intégristes là. Et puis vous avez de l'autre côté des laïcards qui veulent supprimer toute manifestation publique religieuse de quelque... Or, dès qu'on touche à cela, c'est les deux extrémités qui se réveillent, c'est les deux extrémités qui poussent au crime, tu comprends? Et ça a été ça la question de 84. La question de 84, je répète que ce n'était pas exactement le ministre lui-même, c'était plutôt une partie du Parti socialiste qui a poussé le ministre à créer les conditions qui étaient des conditions d'une absorption de l'école catholique particulièrement et de l'école privée sous contrat en général par le système public. Il ne s'agit pas d'absorption, il s'agit de faire vivre un contrat entre deux institutions fondamentales, l'État d'une part et chaque classe dans les établissements privés sous contrat d'autre part. Et c'est ce contrat, la satisfaction de ce contrat, le respect du contrat, le contrôle du contrat. Et vous voyez bien qu'avec Betaram ou ailleurs, le contrôle n'est pas suffisant. Et donc, le respect du contrat, le contrôle... Et ça, le contrat, c'est le compromis. C'est ça qui nous fait vivre, au lieu de jouer l'absorption et au lieu de jouer le séparatisme. Alors, revenons au sujet. Oui, c'est vrai, on s'éloigne. L'émission. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il y a 4 missions de l'école, si je m'exprime de façon un peu générale. Je ne dis pas qu'elles sont atteintes, c'est un des points justement. Et comment les atteindre, ce n'est pas si simple. Mais il y a 4 missions. D'abord, si vous voulez, il faut transmettre des connaissances. L'école de ce point de vue, l'école est fatalement conservatrice. Elle est là pour transmettre des connaissances des générations précédentes aux générations futures qui montent. Transmettre et surtout, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, faire acquérir. Il y a des professeurs dans cette salle. La grande faute d'une partie des professeurs, c'est de croire qu'il suffit de transmettre pour que ça soit acquis. Il faut faire acquérir des connaissances. Et naturellement, la question centrale est quelles connaissances dois-je faire acquérir? Ça, c'est les programmes qui le disent, c'est les horaires qui le disent, etc. Mais il y a un conflit très fort là-dessus. Pourquoi il y a un conflit? Parce qu'on ne peut plus faire acquérir toutes les connaissances qui existent. En matière scientifique, ça va de soi, mais même en matière de différentes disciplines. Même quand ça ne bouge pas, comme le grec ancien, on ne peut pas donner tout l'horaire permettant à tous les élèves de maîtriser le grec ancien. Il faut donc savoir ce qu'on transmet. Naturellement, là aussi, ça ne peut se faire que par compromis, parce qu'il y a des conflits très forts pour savoir ce qu'on transmet. Deuxièmement, je pense qu'il faut quand même que l'école, et c'est au même niveau que la transmission, prépare à la vie professionnelle. L'école n'est pas responsable du chômage des jeunes, elle ne l'est pas directement, elle ne l'est pas principalement, mais elle ne peut pas s'en laver les mains, elle ne peut pas s'en désintéresser. Et précisément, une partie des jeunes doivent être préparés non seulement à travers des connaissances qu'on leur donne, des compétences, mais aussi des comportements qu'on saura développer dans la vie professionnelle. Alors naturellement, là aussi, un des points centraux qui permettent un certain compromis, une certaine interconnaissance entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise, c'est l'apprentissage. La question de l'apprentissage est centrale, elle a été très refusée pendant très longtemps par toute une partie de la gauche française. L'aggiornamento se fait, c'est-à-dire tout le monde juge que c'est un bon système, je pourrais en reparler, c'est en tout cas, moi je trouve un bon système, et c'est un système, voyez-vous, où les gens se parlent, se rencontrent, s'éprouvent, s'évaluent. À travers un apprenti, je crée à la fois la demande d'emploi et l'offre d'emploi, préparé à la vie professionnelle. Alors, troisièmement, ça Jules Ferry le savait aussi, mais ça étant l'affaire du Ferry, il faut former le futur citoyen. Et non seulement un futur citoyen, mais sachant vivre avec les autres et dans une société démocratique. Ça, c'est une question qui est assez importante. Les gens, par exemple, les professeurs d'histoire et géographie, surtout de géographie d'ailleurs, apprendre les départements français, leurs préfectures, leurs sous-préfectures, etc., comme l'école primaire de Jules Ferry le faisait apprendre. Ça n'était pas du tout, mais du tout, pour Jules Ferry, une question géographique. Apprendre les départements français, leurs préfectures, leurs sous-préfectures, c'était
apprendre la République. C'est-à-dire, c'était former le futur citoyen de la République. Et d'ailleurs, s'agissant de Jules Ferry et des autres, apprendre la République contre la royauté. Autrement dit, une grande partie des connaissances qu'on donne aux élèves, une grande partie des disciplines que les professeurs maîtrisent et qu'ils aiment, ils aiment l'histoire, ils sont profs d'histoire, ils aiment les maths, ils sont profs de maths, ils aiment le français, ils sont profs de français. Une grande partie de ce qu'ils transmettent, ça n'est que, en somme, des moyens pour autre chose. Pourquoi? Pour former le futur citoyen. À travers 4 dimensions, personnellement, je considère qu'il y a 4 dimensions dans la formation du futur citoyen. Elles sont toutes les 4 difficiles à atteindre. Naturellement, il y a une éducation civique, connaître nos institutions, etc., et se comporter. Par exemple, j'aimerais bien qu'on m'explique, et qu'on le fasse à l'école, comment on peut se débrouiller pour que les jeunes votent plus qu'ils ne font aujourd'hui. Bon. Il y a une éducation morale et civile. Ça, les professeurs renaclent un peu à cela, naturellement, parce que on a l'impression qu'on n'a pas de critères objectifs d'éducation morale et civile. On pourra discuter de ce point si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a aussi une éducation, et aujourd'hui c'est très très difficile, c'est très nécessaire vu l'état de la société française, une éducation à, comment dire, à savoir discuter avec les autres, savoir échanger des arguments plutôt que des coups, savoir en somme élaborer des compromis avec l'autre, savoir arrêter une discussion au lieu d'aller jusqu'à lui taper. Autrement dit, savoir discuter, échanger avec les autres. Et puis alors la dernière chose, et je suis pas majoritaire pour la dernière chose, mais je pense que c'est important, et je le dis ici et je le dirai, je le dis n'importe où, j'ai d'ailleurs été critiqué sur ce sujet. Je pense que, et ça on ne le fait pas du tout, il faudrait avoir une éducation aux faits religieux. Parce que, qu'on le veuille ou non, la dimension religieuse, à la fois comme interprétation du monde et comme également vecteur par quoi une partie des gens vivent, à travers une certaine spiritualité, à travers des pratiques, etc., cette dimension est forte. Et si l'éducation, au nom de la laïcité, l'école doit être laïque, elle doit rester laïque. Mais si, au nom d'être laïque, elle se refuse à envisager une éducation aux faits religieux, alors elle prend un très grand risque, précisément que la violence règle les rapports. Et puis, ces 3 grandes missions, transmettre et faire acquérir des connaissances, préparer à la vie professionnelle et former le futur citoyen, il faut essayer, et c'est ça notre idéal, mais c'est un idéal que nous atteignons mal, il faut essayer de le faire pour tout le monde. C'est-à-dire, il faut essayer de réduire les inégalités entre garçons-filles, entre régions, entre élèves d'origine différente, sociale différente. Il faut essayer que ces 3 grands objectifs soient atteints par tous les élèves. Voilà nos 4 missions. Et je pense que c'est sur ce fond, sur cet horizon, qu'il faut essayer de réfléchir. Réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de faire réussir un élève, comment atteindre ses objectifs, quels sont nos échecs et quelles sont nos réussites. Ok, merci. On reprendra tout ça dans la discussion plénière. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc je reprends le terme d'école plurielle en évoquant l'évolution et la composition socioculturelle de la population française qui, force est de se souvenir qu'elle était en grande partie rurale, pas en majorité, mais en grande partie rurale à l'époque de Jules Ferry. Donc, une des questions aujourd'hui, c'est tous les enfants de la patrie peuvent-ils réussir et que signifie réussir aujourd'hui? Moi, je crois que tout le monde peut réussir. Et ce n'est pas une espèce d'idéologie imbécile ou du béni oui-oui que de dire ça. Je crois qu'il faut, non seulement c'est une chose qu'il faut tenir sur le plan politique, mais je crois que c'est vrai sur le fond. Quand je dis tout le monde veut réussir, je ne veux pas dire que tout le monde réussira de la même manière, mais tout le monde doit réussir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Si on veut parler concrètement, ce soir, il me semble qu'on est là quand même aussi pour réfléchir concrètement. Je pense personnellement que réussir, ça veut dire fondamentalement 2 choses, et que c'est ça que nous devrions arriver à faire pour chaque jeune. Durant la scolarité obligatoire, et c'est précisément parce qu'elle est obligatoire, et c'est précisément parce que le concept de scolarité obligatoire a un certain sens, durant la scolarité obligatoire, il faudrait arriver à donner à tous la même chose. C'est ce que j'ai appelé
quand j'ai présidé la commission de réforme de l'école il y a 20 ans, c'est ce que j'ai appelé le socle commun. Un socle commun. J'ai été critiqué d'une infinité de façons, et puis ça ne marche pas très bien, mais c'est un socle commun de quoi? De connaissances, de compétences, de comportements. C'est-à-dire, en somme, que tous les écoliers, les collégiens, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, disposent de ce qu'on aura reconnu comme appartenant à un socle commun. Ça crée l'école comme vivier de la nation, vous comprenez? C'est le premier volet. Tout le monde a la même chose au cours de la scolarité obligatoire. Il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir des options au collège, mais il y a ce noyau de socle commun. Et j'avais été assez loin, j'avais dit, je pense que le socle commun, les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est le socle commun? C'est une école minimaliste que vous faites. J'ai dit, non, non. Je prends l'image de l'architecte, c'est-à-dire que, en somme, je crois qu'il faut assurer un certain nombre de bases aux maisons avant de monter. Eh bien, le socle commun, c'est ce qui est indispensable pour réussir sa vie. Vous voyez l'idée? Indispensable pour réussir sa vie. Et pas sa vie sur Mars, sa vie aujourd'hui en France. Par exemple, Platon, par exemple, c'est assez amusant. Le socle commun diffère des sociétés. Platon considérait qu'il fallait absolument donner à tous les jeunes une capacité tout à fait claire, savoir nager. Parce que les Grecs, c'est un peuple où la mer est très présente. Bon. Naturellement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous mettrez savoir nager, moi je ne le mettrai pas, mais n'importe, ça n'a pas d'importance. Bon. Là aussi, il faut s'entendre, socle commun. Naturellement, nous n'arrivons pas à nous entendre sur le socle commun. Mais si nous étions sérieux, nous dirions, voilà ce qui est indispensable à chaque jeune pour réussir sa vie dans la société française aujourd'hui. Ça, c'est la première dimension. Donner à tous la maîtrise d'un socle commun de connaissances, de compétences, de comportements. Et puis la deuxième dimension que nous réussissons pas tellement bien non plus après la scolarité obligatoire, c'est-à-dire à partir de la première du lycée, essayer de s'adapter au mieux à ce que les élèves ont envie d'apprendre et aussi à ce que la société demande comme compétence. Je veux dire, c'est là, vous comprenez, à la fois, il faut que l'école soit le vivier de la nation, et à la fois, elle doit préparer chaque jeune de façon spécifique à ce qu'il a envie d'apprendre, à ce qu'ensuite il pourra faire pour se réaliser dans sa vie professionnelle, etc. Et par conséquent, le passage de la scolarité obligatoire, où c'est tout à tous, au lycée, où c'est ce que veut chacun, ce passage capital, c'est évidemment à travers une éducation au choix qu'il faut arriver à le réussir. Il faut arriver à réussir au collège et aux fins de collège et en seconde, et ça vaut ensuite pour évidemment l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il faut arriver à réussir une espèce d'éducation à l'orientation, d'éducation à savoir ce que les élèves ont envie d'apprendre, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Parce que ça, c'est un point qui est très important, très très important. La scolarité obligatoire qui va jusqu'à 18 ans, on peut peut-être, et encore avec difficulté, imposer à tous les élèves la même chose. Je vous oblige à apprendre ce que je considère comme nécessaire pour réussir votre vie. C'est pas tellement rigolo, mais après 18 ans au lycée, vous ne pouvez plus tellement faire ça. Aujourd'hui, dans les lycées, qu'est-ce que nous avons? Moi, je suis vieux, c'est pour ça que je ne voulais pas intervenir. Je suis trop vieux pour parler de l'école. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un lycéen. Vous aussi, peut-être, parce que je vois que vous n'êtes pas si... Bon. Mais enfin... Alors, il y a des jeunes, ça va. Mais il y a quand même, dans les lycées actuellement, un certain nombre de contestations de jeunes gens. Et ils ont raison de dire, vous voulez que j'apprenne ça, mais pourquoi? À quoi ça sert? Et nous devrions, nous les adultes, réfléchir davantage à l'idée qu'on ne réussit pas dans quelque chose qu'on n'a pas envie d'apprendre. Et nous avons ça. Je me permets de vous le dire pour rentrer un peu dans le concret. Quand un garçon ou une fille, à l'issue de troisième, est orienté en seconde professionnelle ou en classe de CAP, c'est-à-dire dans l'enseignement professionnel, voire éventuellement dans l'enseignement technologique, il est assez peu orienté dans ce qu'il a envie de faire. Il est orienté dans ce que nous avons comme établissement, comme professeur, comme spécialité. Je voulais aller dans le bâtiment et je suis coiffeur, parce que j'ai des professeurs de coiffeurs, j'ai des amis. Je voulais... Et donc, si je veux aller dans le bâtiment et que je me retrouve coiffeur, il n'y a aucune chance que je réussisse dans la coiffure. Il n'y a aucune. Alors, c'est pas vrai.
finalement, la coiffure, c'est pas mal. Je voulais aller dans le bâtiment, mais je me rends compte que c'est pas mal. Donc les gens se rendent compte. Donc c'est pas tout. Mais enfin, on ne tient pas assez compte de ce que les élèves. Or, c'est bien ça le deuxième volet. À côté du premier volet, toutes à tous, on devrait avoir consciemment un deuxième volet. Écoutons davantage ce qu'ils veulent apprendre, de manière qu'ils y réussissent et de manière qu'ensuite ils s'insèrent correctement dans le monde social et professionnel qui les attend. Alors, c'est dur, hein? Oui, c'est dur. Donc tu as souligné que l'école était en quelque sorte le vivier de la nation. C'est une belle expression. Et la question c'est, est-elle adaptée à chaque élève ou à chaque étudiant, à ses talents, à ses capacités, ses goûts, tout en s'intégrant dans la diversité des élèves et des étudiants et celle de leur environnement socio-culturel. Je résume, est-ce que le bac pour tous est un objet... Pardon. Oui, je disais que le vivier de la nation est une belle expression que Claude a soulignée. Et ma question c'est, est-ce que l'école d'aujourd'hui est adaptée à chaque élève ou chaque étudiant, à ses talents, ses capacités, ses goûts, tout en s'intégrant dans une diversité d'élèves et d'étudiants et la diversité de leur environnement socio-culturel. Et ma question, je ne la résume pas, mais j'enchaîne sur une autre question. Est-ce que le bac pour tous est une option? Non. Et d'ailleurs, d'une part, on ne le fait pas. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 80% d'une génération qui arrive au baccalauréat et pas 100%, et on n'ira pas au-delà de 80%. C'est d'ailleurs l'objectif qu'on s'est fixé. Et d'autre part, il y a dans ta question quelque chose qui est réellement faux comme formulation. Il n'y a pas un bac, il y en a 60 des bacs. Et précisément, c'est pour ça que ça vaut le coup de mener 80% d'une génération à ce niveau, c'est que déjà, il y a une diversification très grande que nous avons créée. Il y a une dizaine de baccalauréats généraux, 12 peut-être, je ne sais pas, je dis ça au jugé, une vingtaine de baccalauréats technologiques et une quarantaine de baccalauréats professionnels. Et donc, ça n'est pas vrai qu'il y a un seul bac et ça n'est pas vrai que... Alors, en même temps, comment dire, il ne faut pas qu'on brade J'écoute, je dis souvent la chose suivante, si vous voulez, je tiens à un bac exigeant, ou à des bacs exigeants, parce que l'école, c'est comme un ver de terre. L'école, c'est comme un ver de terre. Quand vous voyez un ver de terre sur la plage, par exemple, vous ne savez jamais si c'est la tête qui tire ou la queue qui pousse. Bon. Eh bien, l'école, c'est exactement ça. L'école est tirée par les diplômes finaux. Le lycée est tiré par le baccalauréat. Le collège est tiré par le brevet. Et c'est parce que le brevet n'est pas très très bon que le collège a du mal à être tiré. Si vous affaiblissez l'examen terminal, alors c'est comme le ver de terre, l'école ne bouge plus. Donc ça, c'est la tête qui tire. C'est le diplôme terminal qui tire la section. De même, l'enseignement supérieur, il faut que le premier examen de l'enseignement supérieur, la licence, reste d'un très bon niveau parce que ça tirera l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qui pousse ? Comme le ver de terre, c'est la queue qui pousse, qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui fait la qualité de l'école ou du collège et du lycée? C'est les programmes et les horaires et les professeurs. Mais les programmes, les horaires et les professeurs, si à l'arrivée il n'y a pas un examen fort qui, en somme, joue le rôle d'attirance, ne suffiront pas à assurer la qualité du système. Et donc, moi je souhaite que il faut qu'on ait des baccalauréats qui soient exigeants, etc. Alors, aujourd'hui, le baccalauréat... comment dire? Il y a une difficulté quand nous disons, puisque c'est un objectif qu'on s'était donné sous Chevènement, ça, en 1985, qu'il y ait 80% d'une génération qui arrive au baccalauréat. À l'époque, quand Chevènement a énoncé, comme ministre, a énoncé cet objectif, en 85, il y a donc 40 ans, je ne crois pas dire de bêtises en disant que la proportion d'une génération qui arrivait au baccalauréat à ce moment-là, c'était de l'ordre de 40. Par conséquent, Chevènement indiquait un doublement. Et le risque, qui était très très élevé, c'est que ce doublement se fasse avec un affaiblissement total du diplôme
et donc un affaiblissement total du lycée par le mécanisme du ver de terre dont je viens de vous parler. Alors on peut discuter naturellement du niveau du bac, etc. Et d'ailleurs, il y a de quoi discuter. Mais on ne peut pas dire que l'école s'est affaissée du fait de s'être massifiée. Ça, c'est un point très important. Les professeurs ont été extraordinairement robustes face à la massification de l'école, face au fait que désormais tout le monde rentre au lycée. Au lycée, lui aussi divers. Il y a des lycées généraux, il y a des lycées technologiques plutôt, et des lycées professionnels. Et donc, si vous voulez, le problème c'est quand vous arrivez à 80%, et nous y sommes, l'objectif de Chevènement d'il y a 40 ans, c'est la réalité d'aujourd'hui, 80% d'une génération qui accède. Je ne vous parle pas du taux de réussite au baccalauréat. Le taux de réussite au baccalauréat, c'est-à-dire parmi les gens qui s'y présentent, est bien plus élevé que 80%. Mais sur une génération qui est rentrée à l'école à 3 ans, il y a 18 ans, il y en a 80% qui arrivent au baccalauréat. Eh bien, tout le problème, c'est qu'il faut faire attention que les 20% qui n'y arrivent pas ne soient pas déclassés dans notre société. Ne soient pas déclassés. Vous comprenez? Et par conséquent, par exemple, le discours des très grandes entreprises, qui je crois s'est infléchi maintenant, mais qui était de dire en dessous du bac ou du BTS, je n'embauche pas, ça c'est un scandale et un désastre. Parce que ça veut dire qu'il y a un déclassement de tous les gens qui n'arriveront pas à ces diplômes bac ou BTS, vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne devriez pas, si vous êtes un responsable patronal ou un responsable politique, dire ça. Il faut faire attention à la fois de faire arriver le maximum d'élèves au maximum de leurs possibilités, mais tous les élèves ne peuvent pas arriver au baccalauréat. Et 80%, c'est un assez bon équilibre, là aussi c'est un assez bon compromis. Faire réussir tous les élèves, au-delà de leur donner du commun, qui est le socle commun pendant la scolarité obligatoire, c'est leur donner du divers, je vous l'ai dit, et ce divers, précisément, est divers. Et ce divers peut s'arrêter assez vite pour des jeunes gens qui vont au CAP, et peut aller très loin pour des jeunes gens qui vont finir dans les grandes écoles ou avec un doctorat de médecine, par exemple, voilà, etc. Et donc ça, c'est du divers, Et il faut faire attention que le divers, qui est le moins valorisé dans notre société, ne soit pas absolument déclassé. Alors, là, tu viens de souligner, de rappeler finalement un succès, Chevènement, 45 ans après, des résultats. Mais perçois-tu dans la situation actuelle, en revanche, des échecs et ou des résistances dans cette progression vers une certaine... Oui, non. Échec et résistance. Notre école est en mauvais état. Une chose est d'énoncer des... C'est pour ça que je ne veux pas, je ne souhaite pas que les discours sur l'école se limitent aux objectifs, à ce qu'on veut faire. Il faut regarder comment elle fonctionne vraiment. Et quand on regarde comment elle fonctionne vraiment, notre école est moins bonne qu'il y a 30 ans. Disons, ça a baissé et c'est à peu près stabilisé depuis 5-6 ans, pour être franc. Autrement dit, vous aviez il y a 30 ans, quand je m'en occupais, disons, vous aviez il y a 30 ans l'école qui était là, ça a diminué et depuis 5 ans, c'est plutôt stabilisé. Le résultat, c'est quand même que 20% d'une génération, 1 sur 5, ne rentre pas au collège avec ce qu'il faut pour réussir au collège. Et donc, l'échec est d'abord ce que notre pays ne croit pas, est d'abord celui de l'école primaire. La question du collège, on dit toujours c'est le collège, mais d'abord le collège, il n'a pas de peau. Ça, il arrive au moment de l'adolescence. Alors vous avez eu des enfants, vous savez très bien que l'adolescence, c'est particulièrement pénible pour eux, pour vous, pour l'entourage et pour le collège. Et d'autre part, il y a 20% d'enfants qui ne rentrent au collège sans avoir de quoi réussir au collège. C'est-à-dire l'école primaire n'a pas réussi à donner 100% de ce qu'il faut. Le socle, la partie du socle que l'école primaire devait donner. Et ce 20% de 6e, le collège n'arrive pas à le rattraper. De sorte que, ça c'est notre premier échec, c'est le plus grave. 1 sur 5 d'une génération n'atteint pas le minimum nécessaire pour que l'école fasse vivier, pour qu'ensuite les gens réussissent correctement dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle, etc. 1 sur 5, c'est beaucoup trop. Deuxième point, ce 1 sur 5, ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Nous avons une école trop inégalitaire, très inégalitaire. Les inégalités sociales ou les inégalités géographiques ont diminué, mais elles sont très fortes encore.
Et elles sont, à mon avis, en tout cas pour les inégalités sociales, plutôt plus fortes que dans d'autres pays. Ça pose d'ailleurs une question intéressante, ça. On parle toujours de l'inégalité homme-femme. Alors je vais vous faire, puisqu'on est entre nous, puis que ça va... C'est filmé là, hein? Bon, alors je vais vous faire mon petit laïus habituel sur les égalités hommes-femmes. Bon, dans les pays développés depuis 50 ans, et ça c'est tout à fait nouveau naturellement, c'est tout à fait nouveau dans l'espèce humaine. Dans les pays développés depuis 50 ans, il n'y a pas d'exception, les filles réussissent partout mieux que les garçons. Il n'y a pas d'exception. C'est d'ailleurs, on pourra développer, j'ai mes idées sur ce genre de questions, etc. Mais ce qui m'importe, c'est que si vous voulez réduire les inégalités entre les filles et les garçons, alors il faut freiner les filles. Il faut envoyer les filles dans les lycées professionnels en mécanique, en bâtiment, en bagnole. Et les garçons en coiffeur. Vous allez faire ça? Plaisantez. Et donc il faut faire très attention quand on dit que je veux réduire les inégalités entre garçons et filles. En vérité, quand on réfléchit à notre société, vous avez 3 grandes instances. Je fais une petite parenthèse. On a le temps? Vous avez 3 grandes instances sur les différences garçons-filles. Vous avez les parents et la famille. Est-ce qu'on élève les petits garçons et les petites filles de la même façon? Vous avez l'école. Est-ce qu'elle traite les petits garçons et les filles de la même façon? Et en particulier en matière scientifique, par exemple. C'est vrai qu'il n'y a que 25% des filles dans les classes scientifiques. Et puis, vous avez la société. Est-ce qu'elle traite les femmes et les hommes de la même façon? Alors, j'ai une double théorie sur cette question. Je me permets de la livrer à votre réflexion. 1, c'est l'école qui traite le mieux la différence entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire c'est dans l'école que les différences sont les plus faibles. La façon dont nous élevons les garçons et les filles est très très disparate, y compris encore maintenant avec les... Et puis, alors je ne parle pas de la société, les entreprises, etc., traitent les hommes et les femmes encore très 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 différemment. Et c'est d'ailleurs, deuxième observation, à mon avis, c'est la principale contradiction de notre siècle sur ce sujet. C'est-à-dire les filles ont mieux réussi à l'école et elles sont moins bien traitées dans le domaine professionnel. Et un jour ou l'autre, ça sautera. Et d'ailleurs, c'est en train de sauter, s'agissant d'un certain nombre de garçons qui réussissent mal à l'école et qui, du coup, ne supportent pas que les filles aient réussi mieux qu'eux. Par exemple, leurs sœurs. Vous voyez toutes les ouvertures qu'on a sur le sujet homme-femme. Et donc, alors il y a aussi le sujet, naturellement, où là, on a beaucoup progressé, y compris à cause ou grâce au président Chirac, mais qui est très compliqué quand même, il faut reconnaître pour les professeurs, le sujet du handicap. Le handicap est désormais très, comment dirais-je, scolarisé, beaucoup plus qu'auparavant, et scolarisé dans des classes et des établissements ordinaires, avec de grandes difficultés qui sont du coup advenues pour les professeurs. Mais bon, c'est une politique que je croyais nécessaire, même si elle est difficile, et même si elle n'est pas aussi accompagnée qu'elle devrait l'être, et qui, elle, alors là, est un très grand progrès depuis une vingtaine d'années. Notre troisième grand échec, je fais vite, hein, mais c'est que, alors ça, si vous voulez bien réfléchir à la diversité de la société française, à la diversité des jeunes Français, à la diversité des quartiers, à la diversité, si vous voulez bien réfléchir à ça, eh bien, naturellement, vous arrivez immédiatement à l'idée, qui est une idée d'une banalité affolante, c'est que aucune école ne se ressemble. Toutes les écoles primaires sont différentes, tous les collèges sont différents, tous les lycées sont différents. Et ce qui est absurde, mais absurde, c'est que nous négligeons ces différences en pensant qu'en donnant une identité de moyens, ou presque une identité de moyens, eh bien, on arrivera à faire réussir tout le monde. Non. Non. Ce que nous devrions, c'est donner une très grande inégalité de moyens pour arriver à une certaine égalité de résultats. Eh bien, ça, nous n'y arrivons pas. Je prends par exemple les écoles dites, les écoles primaires ou les collèges dites en réseau d'éducation prioritaire. Réseau d'éducation prioritaire. De l'ordre de 10 à 15% des écoles primaires et de l'ordre de 20% des collégiens. Éducation prioritaire. Ça veut dire, comme son nom ne l'indique pas, qu'en somme, le public est très difficile. Le public est très difficile, en très grande partie parce que nous avons eu une politique de localisation des familles qui favorisait la concentration. Nous avons des quartiers homogènes maintenant. Nous avons une polarisation de l'espace qu'on n'avait pas il y a 50 ans, il y a 100 ans.
Bien. Et par conséquent, l'école primaire et le collège reflètent cette polarisation. Et du coup, dans les établissements, les écoles et les collèges, vous avez une composition sociale des élèves qui est très, très différente. On a fait de très gros efforts depuis Savary, c'est-à-dire depuis 81, ça fait, disons, 40 ans, de très gros efforts pour essayer de diversifier les moyens. Diversifier les moyens à l'école ou au collège, ça veut dire mettre plus de professeurs par élève, de telle sorte à diminuer la taille des classes. Quand je compare aujourd'hui, 40 ans après, quand je compare la taille des classes dans des écoles et collèges prioritaires, donc défavorisés, avec la taille des classes normales, non défavorisées, dans le secteur public. Le privé sous contrat ne fait pas partie de cette politique, ce que je déplore, ne fait pas partie de cette politique de réduction, enfin de mise en évidence d'un réseau prioritaire. Quand je compare donc au sein de l'école publique, la taille des classes des collèges, prenons les collèges, collèges défavorisés en réseau prioritaire et collèges normaux, quelle est la différence de taille des classes? 3 élèves. Dans un cas, les classes sont à 23, 24, et dans les 22 disons, et dans l'autre cas 25. Vous êtes assis? Vous croyez que 3 élèves de différence dans la taille des classes, ça peut faire quoi que ce soit dans la qualité de l'enseignement que vous allez donner aux élèves? C'est une blague. C'est une blague. Bon, donc ça ne sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Ce qu'on vient de faire, qui est bien mieux, et ça y est, on y est arrivé, c'est dans les classes de grande section de CP et de CE1 de ces établissements, de ces écoles primaires, on fait des classes de 11-12. On divise les classes par 2. On passe de... Alors là, des classes de 12 versus des classes de 22, ça a un effet. Autrement dit, notre échec, c'est notre incapacité, parce que nous sommes trop attachés à de l'égalitarisme de moyens, notre incapacité à diversifier suffisamment les moyens en fonction des populations. Et donc notre incapacité à favoriser par une diversification des moyens une certaine égalité de résultats. C'est ça notre troisième échec fondamental. Et les résistances. Alors, et les résistances. Il y a une grande responsabilité, il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité des organisations syndicales sur le sujet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire sur la question de l'égalité des moyens partout, avec une double inquiétude. Les organisations syndicales refusent le raisonnement que je viens de faire et poussent le plus qu'il est possible. C'est pour ça d'ailleurs que la politique depuis 40 ans des réseaux prioritaires a donné si peu de résultats. C'est qu'on n'est pas arrivé à diversifier suffisamment. C'est parce que les organisations syndicales s'y opposent. Et elles s'y opposent pour deux grandes raisons. La première, c'est une forme d'inquiétude des moyens à la tête du client. C'est-à-dire que si vous dites on va diversifier les moyens en donnant plus de moyens à certains collèges parce que c'est plus difficile d'y enseigner que dans d'autres, le risque n'est-il pas élevé? Et il l'est, elles n'ont pas tort. Le risque n'est-il pas élevé qu'en somme, on ne sache pas exactement si c'est si vrai que ça, que dans ce collège, les choses sont aussi difficiles. Autrement dit, la question d'une distribution un peu arbitraire des moyens est leur inquiétude. Et puis la deuxième raison, c'est que les organisations syndicales disent, mais écoutez, si vous voulez diminuer la taille des classes, par exemple, des grandes sections CP, CE1, en divisant par 2 les écoles, comme on le fait depuis 4 ou 5 ans en réseau prioritaire, pourquoi vous ne le faites pas partout? Bon. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est-à-dire que plutôt que de faire de la différenciation du moyen, il faut accroître les moyens. Donc ça, c'est une résistance syndicale qui est très très forte. Et puis il y a une responsabilité très très forte des responsables, des grands responsables du système éducatif, du ministre, du cabinet, des directeurs. J'étais un des directeurs et je m'implique dans cette responsabilité. Nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas peut-être aussi la qualité de réflexion pour éviter l'arbitraire dont je viens de parler. Nous n'avons pas le courage de notre politique, si je puis dire, y compris les ministres. J'ai été directeur pendant 7 ans, j'ai servi beaucoup de ministres,
Et il y a des ministres, que je ne nommerai pas, mais qui étaient là pour ne rien faire. Et pourquoi ils étaient là pour ne rien faire? Ils étaient là pour ne rien faire parce qu'ils avaient, eux, une carrière. Et faire quelque chose dans l'école en s'opposant aux organisations syndicales, c'est ruiner sa carrière. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Savary a été un des bons ministres de l'Éducation, parce qu'il avait son avenir derrière lui. C'était un ancien compagnon de la Libération, c'était un monsieur âgé, un politique de grande qualité, un socialiste, etc. Ils s'en fichaient. Et il a fait, en effet, contre les organisations syndicales, c'est le premier qui a créé le réseau d'établissements prioritaires. Courage. Courage et en même temps, refus de considérer ma carrière future. Il l'avait derrière lui. Bon, j'ai connu des ministres qui avaient leur carrière devant eux et qui, par conséquent, ne faisaient pas grand-chose. Ça, c'est des résistances. Résistance aussi des parents d'élèves. Quand je prenais l'Académie de Paris, vous voyez l'Académie de Paris, Paris, à droite, c'est réellement des populations pour une part défavorisées, et à gauche, c'est réellement des populations pour une part favorisées. Au nom de la diversification dont je parle, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire basculer des professeurs, par exemple des professeurs des écoles, ou même carrément les faire basculer de la gauche vers la droite, c'est-à-dire du 16e vers le 20e, pour être caricatural. Je vous prie de m'excuser de cette caricature, on n'a peut-être pas le temps d'être lancé, mais enfin, vous voyez l'idée. Si vous faites ça, vous avez les parents d'élèves au cabinet du ministre qui s'y opposent. Et les parents d'élèves du 16e, ils sont forts. Alors que les parents d'élèves du 20e, ils ne sont pas forts du tout. Regardez le périphérique. Le périphérique dans le 16e passe sous le tunnel, et le périphérique du Nord et à l'Est, il n'y a pas de tunnel. C'est pas compliqué. Bon. Quand la première fois que j'ai fait ça, je donne une anecdote pour montrer la force des parents d'élèves. Les parents d'élèves eux-mêmes et puis les organisations de parents d'élèves. La première fois, en 1994, j'avais créé un indicateur pour les lycées qui consistait à non pas évaluer le lycée à partir de son taux de réussite au baccalauréat, ce que faisait tout le monde avant, ce qui était idiot, parce que pour qu'un lycée ait un bon taux de réussite au baccalauréat, il suffit qu'il prenne des bons élèves en seconde. Vous sélectionnez en seconde en prenant que des bons élèves, et par conséquent, vous aurez un bon taux de réussite. Donc mon idée, c'était de dire, je ne veux pas regarder le taux de réussite de lycée machin, je veux regarder ce que le lycée a été capable d'ajouter comme valeur ajoutée à ses élèves. Vous voyez? Bon, j'ai fait ça en 1994. Le nouveau ministre qui arrive, qui avait dit à l'Assemblée qu'il voulait qu'on évalue les établissements, je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est prêt. Ah là 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 là, mon Dieu. Et alors ses conseillers ont dit, écoute, c'est prêt, tu le voulais, alors on le fait. Alors crac, on l'a diffusé. Terrible, terrible, parce que Henri IV n'était plus premier. Pourquoi Henri IV n'était plus premier? Mais parce qu'à Henri IV, il y a un taux de réussite au baccalauréat qui est de 100%. Et depuis toujours, Henri IV, c'était le meilleur lycée de France. Mais là, il n'avait, enfin, 99,8, mais là, ça n'allait plus. C'est-à-dire, la valeur ajoutée d'Henri IV était au point de vue taux de réussite au baccalauréat. Je ne parle pas à d'autres points de vue, mais au point de vue taux de réussite au baccalauréat, la valeur ajoutée d'Henri IV était très faible. Les élèves, ils marchent tout seuls pour arriver au baccalauréat Henri IV. Et donc, l'association des parents d'élèves d'Henri IV est allée au cabinet et a demandé ma tête. C'est simple. Qu'est-ce que c'est que ce directeur qui se mêle d'évaluer le lycée autrement qu'on a toujours fait? Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas de... Enfin, qu'est-ce que ça dit? Je rêve. Alors, résistance, nous, parents d'élèves. Et c'est normal que nous voulions que le système éducatif soit bon pour nos enfants. C'est normal. Ça, j'ai toujours insisté sur ce point. Autant les parents d'élèves sont une force de résistance, et les groupements de parents d'élèves de résistance au carré, si je puis dire, autant c'est normal que vous êtes parent, je suis parent, je veux que l'école dans laquelle je mettrai mes enfants soit de bonne qualité. C'est normal. Et donc, cette résistance des parents, elle est compréhensible dès lors qu'il y a des écoles de mauvaise qualité. Et donc, pour contourner ces résistances, il faut élever la qualité. C'est-à-dire que là, il faut se débrouiller pour que les professeurs soient mieux formés, mieux suivis, etc. Ça nous amène dans la politique concrète, ça. Bien, pour laisser du temps à la salle... Oui, je parle trop, bien entendu, non, comme du toujours. tout. Moi aussi, je parle, mais c'est normal. Moi, je voudrais que tu nous indiques quels sont les objectifs prioritaires pour, je dirais, améliorer le système qui ne sera jamais absolument idéal,
en sachant qu'on est dans une société plurielle, ces objectifs prioritaires et indispensables sont complexes à mettre en œuvre dans une société supposée non seulement égalitaire, mais de fait archipélisée, comme le dit si bien Jérôme Fourquet. Donc c'est un vrai challenge, et on va terminer par cet aspect. Quelles sont les priorités de la politique éducative? Je dirais que j'en ai donné en filigrane quelques-unes dans ce que je viens de dire depuis un petit moment. Je vous en suggère 4. D'abord, je pense qu'il faut avoir une action très forte en direction des enseignants sous deux chapeaux. Parce que quand même, la qualité d'un système éducatif, il y a des tas de facteurs qui font cette qualité, mais la qualité principale, ce sont les enseignants. Et par conséquent, je pense qu'il faut avoir une très grande action en direction des enseignants. Il faut que les enseignants ne soient plus comme maintenant à avoir leur métier défini par des heures de cours. Il faut que leur métier repose sur les deux jambes, les heures de cours et des temps où on aide les élèves, où on les aide à acquérir, où on fait ça avec les parents d'élèves, on fait ça, autrement dit, des temps de présence dans l'établissement. Beaucoup des pays développés sont dans cette situation où le travail des enseignants, le service des enseignants n'est plus seulement défini en heures de cours, mais doit être défini de façon plus globale. Je détaillerai si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'enseignant du XXIe siècle. Bon. Et en même temps, c'est vraiment dur d'être enseignant, surtout quand on vieillit, c'est-à-dire quand l'écart avec les jeunes s'accroît. Et donc, il faut plus accompagner les enseignants que nous ne faisons jusqu'à maintenant, les accompagner tout au long de leur carrière. Je suis toujours assez réservé sur l'efficacité de la formation initiale des enseignants. Il y a une réforme en ce moment, une réforme qui me paraît d'ailleurs aller dans la bonne direction. Mais la question de la formation initiale des enseignants n'est pas négligeable. Mais la question centrale pour moi, c'est l'accompagnement des enseignants tout au long de leur vie professionnelle. Les 4-5 premières années où ils démarrent et où c'est assez dur, ça dépend des endroits où ils sont nommés, mais ça peut être assez dur. Ensuite, il y a le régime de croisière où les pas peuvent... Enfin, il peut y avoir des problèmes personnels qui font que votre métier... Bon. Et puis à la fin, à partir de 50 ans, ça, vous êtes loin de la jeunesse à qui vous enseignez. Bref, l'accompagnement tout au long de votre vie des enseignants. Deuxièmement, alors je l'ai dit, diversifier les moyens de façon équitable et maîtrisée pour favoriser une égalité de la qualité de l'offre d'éducation sur le territoire. Pour que, en somme, dans tous les collèges, on fasse mieux réussir qu'on ne fait actuellement. Donc ça, c'est le deuxième sujet, diversifier les moyens. Troisièmement, nous avons un système éducatif national et il faut garder cette chose extrêmement précieuse. Mais dans ce système éducatif national, nous devrions beaucoup plus développer l'autonomie des établissements. Des établissements, pourquoi ? Parce que du temps de Jules Ferry, puisque tu as voulu qu'on commence comme ça, qui est un temps très lointain, le ministre était assis à son bureau, il sortait sa montre Gousset et il disait à 7h06, 10h30, dans toutes les écoles primaires du lycée, on enseigne la dictée. Et c'était vrai. C'est-à-dire que c'était l'époque où on pouvait penser que les questions d'éducation de la jeunesse se réglaient par circulaire. Aujourd'hui, c'est impossible. Qui est capable d'éduquer la jeunesse aujourd'hui? C'est les gens qui sont au contact de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est les professeurs et les chefs d'établissement dans les collèges et les lycées, avec les parents, bien entendu, et de telle sorte qu'il faut laisser de l'autonomie. Je ne pense pas qu'on éduque de la même façon des enfants ici et des enfants là. Ça pose d'ailleurs un problème qui est très important, si j'ai une seconde pour vous faire réfléchir. Pagnol, on parlait de Pagnol et de la société rurale tout à l'heure, Pagnol, vous le savez, était fils d'instituteur. Lequel instituteur, c'est-à-dire son père, était fils d'agriculteur. Et à l'époque, disons 2/3 de la société française était formée d'agriculteurs ou d'ouvriers. Et Pagnol, dans ses souvenirs, dit la chose suivante. Écoutez bien ce qu'il dit Pagnol dans ses souvenirs. Les instituteurs de l'époque, précisément parce qu'ils étaient issus des milieux agricoles et ouvriers, pouvaient très bien comprendre le peuple à qui on leur avait dit de les enseigner, et donc c'est pour ça qu'ils ont réussi. Est-ce que c'est vrai ça?
est-ce qu'il faut que ce soit un professeur ou un instituteur d'origine turque que je mette face à des enfants turcs? Est-ce qu'il faut que je mette des hommes face à des enfants musulmans parce qu'ils ne vont pas accepter d'être enseignés par des femmes? Est-ce que d'être un vivier ne requiert pas que pour les enfants turcs ou les enfants musulmans ou les enfants du Nord, etc., on ait un peu les mêmes enseignants qu'ailleurs? Autrement dit, l'articulation entre avoir des éducateurs, enseignants, chefs d'établissement, tout à fait adaptés aux élèves qu'ils ont devant eux, ou au contraire, ayant une certaine distance pour favoriser l'idée de vivier général, cette articulation est assez délicate. Bref, favoriser l'autonomie des établissements dans notre cadre national, c'est-à-dire gardons notre cadre national, mais aidons les établissements, acceptons et revendiquons, demandons aux établissements d'être davantage autonomes. Naturellement, c'est toute une politique, c'est assez délicat, je ne détaille pas. Et puis le dernier point, alors le dernier point, j'avais tendance à penser ça, je ne sais, on est dans un monde tellement difficile que sauf à dire des propos généraux, comme je l'ai dit depuis 1 heure, c'est très difficile de piloter l'éducation au niveau central. On a beau avoir une éducation nationale, on a beau avoir des ministres, on a beau avoir... Et en fait, je crois qu'il faut du coup acter le fait que non seulement ce sont les établissements, c'est-à-dire les enseignants et les chefs d'établissement qui sont proches des élèves, qui sont les plus à même de savoir comment les éduquer, mais il faut les aider à expérimenter et à innover. Il faut donc avoir une grande politique d'expérimentation et d'innovation plutôt que d'avoir une grande politique de circulaire. Vous voyez? Et ça, faire en sorte qu'on donne des moyens pour innover, pour expérimenter, qu'on fait circuler les expérimentations qui ont réussi, parce qu'il y a des tas de professeurs, naturellement, qui bénéficieraient des expérimentations des autres, dès lors qu'elles seraient, ces expérimentations, efficaces pour enseigner à des élèves, et qu'ils ne les auraient pas inventées eux-mêmes. Faire circuler ça, évaluer cela, se débrouiller pour qu'au total, parce qu'on aura expérimenté localement, parce qu'on aura innové localement, en faisant des choses dans les classes qui, en somme, sont tout à fait impossibles à penser au niveau central, parce qu'on aura fait ça, alors l'école, son enseignement, sa qualité s'améliorera. Merci Claude pour cet exposé extrêmement clair. Et la parole est maintenant à la salle. Moi, je retiendrai, peut-être ça donnera des idées à la salle, une phrase assez clé, je la dis comme je l'ai écrite, ce n'est pas par l'égalité des moyens, mais par l'inégalité des moyens que l'on atteint l'égalité dans les résultats. Est-ce que c'est bien cela? Tout à fait. La parole est à la salle. Je vous demanderai une chose, c'est non pas de vous présenter patronymement, mais de dire si vous êtes enseignant et si c'est la première fois que vous venez aux rencontres. Ce qui est un problème. Et si c'est la première fois que vous venez aux rencontres Saint-Jean, parce que nous serons très heureux de vous y accueillir à nouveau. Et on se permettra peut-être même de vous prendre votre adresse mail. Tu veux un micro, Bernard? Je précise que vous ne serez pas filmé tandis que vous posez la question, mais vous serez enregistré, votre voix sera enregistrée. Voilà, sachez-le. Qui veut poser une question? Oui, alors je suis désolée, je suis ancienne enseignante. Je sais bien. J'étais en collège, en lycée et autre part. Et donc quand tu as dit, Claude, qu'on ne réussit bien que quand on a envie d'apprendre, c'est vrai, je l'ai souvent vu pour mes élèves, et je voudrais avoir ton avis sur ce maudit Parcoursup. Les élèves demandent vraiment envie d'aller dans tel ou tel domaine, et suivant, on ne sait trop quoi, j'ai un petit neveu qui voulait faire des études d'architecture, qui était hyper motivé, il est en BTS, je ne sais trop quoi, et donc quel est ton avis là-dessus? Alors, comment est-ce qu'on fait? Question-réponse? Oui, parce que Parcoursup, Bon. c'est quand même un sujet... C'est un sujet énorme, on pourrait avoir toute une soirée sur Parcoursup. Le problème, si tu veux, nous essayons, là aussi c'est l'affaire du compromis, nous essayons de marier ce que nous avons depuis toujours dans la loi, c'est-à-dire le baccalauréat ouvre un droit au supérieur. Ça c'est depuis que le baccalauréat a été créé par Napoléon Bonaparte.
le baccalauréat, c'est un diplôme du supérieur. Il ouvre le droit à entrer dans le supérieur et à entrer où on veut. On essaye de marier ça avec tout de même, d'une part, on a des universités qui ne sont pas infinies ou des écoles d'architecture qui ne sont pas infinies, etc. D'autre part, on a un marché du travail qui n'est pas non plus infini. Je veux dire, on ne peut pas avoir que des architectes, etc. Et enfin, il faut qu'il y ait des compétences que les élèves puissent manifester pour que le degré de réussite dans la filière qu'ils auront choisie ou qu'on aura choisie pour eux, en somme, amène à un certain succès. Ce mariage est presque impossible à faire. Quand j'étais aux affaires, c'était horrible, c'était même tellement horrible que, par exemple, une année, les entrées à l'université de Grenoble ont été tirées au sort. Une autre année, les entrées ont été dans l'ordre où ils étaient arrivés pour s'inscrire. Par rapport à ce temps-là, où j'étais directeur, Parcoursup est un immense progrès. Immense progrès, parce que Parcoursup, qui d'ailleurs s'améliore d'année en année. Moi, je suis très admiratif de la façon dont il s'améliore. Parcoursup essaye de faire le mariage entre tout ça. C'est-à-dire propose aux étudiants, aux lycéens, un certain nombre de... Nous avons un enseignement supérieur qui est infiniment diversifié. Donc propose aux lycéens toute la variété. Eux-mêmes font un certain nombre de vœux. Ça se fait en février-mars. Et puis la réponse vient. C'est parfois le premier, parfois le deuxième, etc. Bon, tout le monde trouve finalement à se loger. Alors il y a des tas de gens qui ne trouvent pas à se loger dans leur premier vœu. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas évitable. Je ne crois pas que ça soit évitable. La seule chose qu'on peut dire, et qui est vraie, et qui limite le côté néfaste de l'exemple que tu donnes, c'est que nous avons une infinité de re-aménagements, de réorientation, de repasserelles. C'est-à-dire, tu fais du BTS, tu peux repasser dans l'architecture, tu peux repasser à l'université. Nous avons organisé, et quand on ne l'a pas organisé, les étudiants ont voulu le faire eux-mêmes, donc c'est presque parfois à notre corps défense. Les bacheliers professionnels qui ne sont pas exactement formés pour faire des études universitaires, néanmoins, une partie d'entre eux finissent par en faire, etc. Et donc, si nous avions un système supérieur, il est infiniment varié, et si, en étant, en plus d'être infiniment varié, il était infiniment cloisonné, alors ce que tu décrirais serait une situation très très difficile. En vérité, il n'est pas tellement cloisonné. C'est-à-dire, je répète qu'au bout d'un moment, on peut favoriser des réorientations. Par exemple, ton neveu, c'est ça, au bout de 2 années de BTS, pourra faire autre chose, peut-être pas l'architecture, j'en sais rien, je ne connais pas le détail des affaires, mais en somme, il pourra se resituer. Globalement, Parcoursup est un truc qui marche bien, et qui marche bien avec quand même un taux de satisfaction des élèves, des lycéens, qui est assez élevé. Alors bon, il y a toujours des ennuis. Honnêtement, c'est pour moi un progrès immense par rapport à ce que nous avions il y a 20 ans. Je voudrais m'inscrire en faux, M. Tello. Je vous en prie. Je suis conseiller d'éducation dans un lycée professionnel avant. Ça fait 38 ans. Moi, j'en veux beaucoup aux politiques par rapport à Parcoursup. Vous n'avez pas su prévoir, lorsque M. Chevènement s'est engagé à 80% d'une classe d'âge avec le bac, les politiques n'ont pas prévu la suite. C'est-à-dire que dans ces 80% d'élèves qui ont eu le bac, et maintenant c'est plus de 80%, moi je vois en bac pro, on a parfois 100% de réussite. 100% de réussite, ça ne veut pas dire forcément que le bac est très valorisé. On n'a pas prévu que ces jeunes voudraient, au fil des années, qu'on poursuive des études après le bac. Et je pense qu'on s'est arrêté à ce chiffre de 80% sans prévoir que les jeunes allaient de plus en plus avoir envie, et parce que la société le demande aussi. Je travaille avec des gens de France Travail. Beaucoup de jeunes qui sont au chômage longue durée, ils n'ont pas de diplôme. Ils font partie des 20%, c'est-à-dire des plus de 100 000 élèves chaque année qui sortent du système sans aucun diplôme. Ils sont au chômage de longue durée plus que des élèves diplômés. Moi, je tiens à dire que, par exemple, des élèves de lycée pro sont victimes de Parcoursup parce qu'ils sont au lycée pro.
Vous avez dit que certains allaient à l'université, ils y vont très souvent par défaut, parce qu'ils n'ont pas de place dans un diplôme qui leur est en principe plus dédié, c'est-à-dire les brevets de techniciens supérieurs, ce qu'on appelle les mentions complémentaires, ça a changé de nom. Je connais beaucoup de jeunes qui ont un bac pro, parfois avec mention, qui sont au chômage l'année d'après parce qu'ils n'ont pas trouvé de place sur Parcoursup. Et ça s'est amélioré, je dois le reconnaître. J'ai eu l'occasion d'en parler avec M. Attal, puisqu'il est vendéen, il est venu dans notre lycée. C'est vrai qu'il y a eu quelques progrès, mais je pense que le lycée pro est encore très très déconsidéré par rapport à ça. Et je fus un lecteur de votre rapport en 2004 qui, si je ne m'abuse, provient d'une consultation populaire, puisqu'il y avait eu une demande sur l'état de l'école. Et j'ai lu votre rapport, je l'ai relu avant de venir vous voir, et votre ambition majeure, c'était la réussite pour tous les élèves. C'est fort louable. C'était le titre. C'est fort louable. Et vous aviez dit que sur 15 ans, on pouvait espérer une mise en place de progrès. Vous voyez. Alors malheureusement, moi j'ai lu beaucoup de rapports comme le vôtre en 30 ans de carrière, et je n'ai toujours pas compris cette dichotomie qui existe entre des gens comme vous, qui sont capables de faire des études très pointues sur le système éducatif, et qui me semblent très justes. Il y a des chercheurs éminents dans le monde de l'éducation, qui ont fait des tas de rapports, des tas de recherches, et moi j'ai l'impression, en fin de carrière, de tourner un petit peu en rond sur certaines problématiques. J'ai bien compris que l'école c'était avant tout politique, j'ai bien compris ça, et malheureusement ça entraîne certaines déceptions, parce que moi j'aurais rêvé de voir votre rapport appliqué. Alors j'ai vu, Moi aussi. si ça peut vous faire plaisir, j'ai vu qu'il était appliqué en lycée pro depuis 2 ans. Les élèves sont rémunérés quand ils font des stages. Ça peut, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais ceci dit, si on a trouvé que c'est le seul moyen de valoriser le bac pro, je trouve que c'est un peu petit, excusez-moi, ça manque d'ambition, mais ils sont rémunérés, vous l'aviez proposé dans votre rapport, et ça a fonctionné. Mais ça crée un autre rapport avec les élèves aussi qui peut surprendre quand on a certains principes éducatifs. Ils sont rémunérés non pas par l'employeur, mais par l'éducation nationale, il faut le savoir. Voilà, donc moi je garde toujours une grande interrogation par rapport à des études, des recherches, des rapports qui ont pu être faits depuis très longtemps, et le fait qu'on reste quand même dans une certaine inertie. Alors vous avez expliqué pourquoi, moi je vous rejoins totalement là-dessus, mais je trouve que si on doit mettre l'élève au centre du système, comme l'avait préconisé M. Jospin en 1989, dans sa loi cadre, on s'est un peu trompé quand même. Et notamment, est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire de ces 20% d'échecs? Est-ce qu'une entreprise pourrait se satisfaire chaque année d'avoir 20% d'échecs dans son travail, dans ses perspectives, dans tout ce qu'on veut? Alors que oui, moi je pense que chaque élève peut sortir de la scolarité avec une qualification. Je pense que c'est possible. Surtout qu'il y a une offre énorme. Voilà. Donc c'est ce hiatus entre des recherches et la réalité. Un dernier point, je vous rejoins totalement sur le temps de travail des enseignants. Moi, j'ai eu la chance de voyager, de visiter d'autres systèmes éducatifs, et j'ai vu en pratique des pays comme la Finlande, où les professeurs étaient toute la journée dans leur établissement, et la Finlande, comme par hasard, alors qu'elle était à la traîne, est devenue, d'après les dernières données PISA, un des 3 ou 4 meilleurs systèmes éducatifs. Et ça, par exemple, on sait très bien que ça reste un frein. Je sais qu'il y a des projets plein les placards des ministères là-dessus. Ça reste un frein, et pourtant c'est une évidence. Je veux dire, des enseignants agrégés qui sont au top niveau des compétences, qu'on voit 15 heures par semaine, qui pourraient être tuteurs de jeunes profs, qui pourraient faire plein de choses. Agrégés, c'est quelque chose. Eh bien, c'est ceux qu'on voit le moins dans les établissements. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu... Non, je pense que c'est un témoignage très important. Je dirais je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, je vais réagir sur 2 points. Le premier point, vous savez, c'est vraiment dur d'agir dans le système éducatif. C'est plus facile de faire des rapports, et pourtant c'est déjà dur de faire des rapports. Mais c'est dur d'agir, je l'ai dit, il faut être courageux, il faut être intelligent, et ça, c'est dur. Et c'est d'autant plus dur que c'est rarement
ce que vous voyez. Autrement dit, mon rapport date de 2004 et il y a des mesures, vous venez de l'apprendre dans l'assistance, qui ont été prises il y a 1 an ou 2. Le pas, c'est 20 ans, c'est-à-dire une génération. Donc vous ne voyez pas le résultat. Donc un ministre, bon, mais même un directeur, c'est dur de faire quelque chose. Bon, ça, c'est la première chose. Il faut être assez, comment dirais-je, indulgent à l'endroit des acteurs du système éducatif, tellement c'est dur d'agir sur une société qui tient à son école, qui tient légitimement à ce que ses enfants soient bien éduqués, qui tient, bon, etc. Le deuxième commentaire, c'est juste pour dire, les 20% qui n'atteignent pas le baccalauréat, ils ne sont pas en échec du tout, monsieur. La plupart d'entre eux ont un CAP, donc une qualification. Si, peut-être pas dans votre établissement, mais si. Non. Il n'y a pas 20% d'élèves qui sortent sans qualification de notre système. 100 000 chaque année. Oui, c'est plutôt 6-7% qui n'ont ni le brevet ni le CAP, et il y a des tas de gens pour qui réussir, ça ne peut pas être le baccalauréat, fut-il professionnel, fut-il technologique, fut-il rien. Et quand vous avez une qualification, quelle qu'elle soit, ça n'est pas un échec de l'école ni de vous-même. Et donc je ne crois pas qu'il faille identifier les 20% de non-bacheliers alors les 20% en question, c'est un taux d'accès, monsieur, ce n'est pas un taux de réussite parmi vos élèves. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne suis pas enseignant, mais je suis mari d'une enseignante. Mais je ne voudrais pas commencer par là, je voudrais juste revenir sur les objectifs, enfin, les missions de l'école que vous avez évoquées au début et attaquer par une que je connais qui est l'apprentissage, préparer les jeunes à la formation future professionnelle. Effectivement, vous l'avez dit, on a fait des efforts dans ce sens, il est 7 ans, car regardez en Allemagne, d'où sortent beaucoup de petits patrons, et le retard qu'on avait en France sur ce sujet-là. Mais on est en France, donc on a mis en place un système, et maintenant il commence à être dévoyé. Donc je vais juste signaler à des gens qui ne sont peut-être pas au fait, mais vous allez nous en parler sans doute mieux que moi, il s'adresse surtout à des gens qui sont jusqu'au niveau du bac. L'apprentissage? Oui. Ah non. Non, il a été mis en place dans cette perspective. Maintenant, il est étendu à des gens qui sont en niveau supérieur. Oui. Voilà. Moi, en tant que retraité et cadre, ex-cadre, je suis dans une association qui fait du bénévolat de compétences et j'accompagne des étudiants qui sont dans des écoles de commerce. Alors, je vais juste vous donner des chiffres, pour une école que je ne nommerai pas, mais qui fait partie des 10 premières, l'école de commerce, c'est management, comme on dit maintenant. Il y a 4 ans, j'ai suivi des étudiants avec mon association et l'école en avait à l'époque 300 qui faisaient de l'alternance. C'est une méthode d'apprentissage, 300 étudiants il y a à peu près 4 ans. L'année d'après, ils en avaient 600 et maintenant, ils en ont 900. Et c'est un domaine où ces étudiants-là n'ont aucunement besoin de cette méthode pour s'introduire dans la vie professionnelle. Par contre, leurs études qui valent à peu près 10 000 € par an dans les entreprises, sont couvertes par des systèmes qui sont financés par l'État. Ensuite, à l'entreprise, ça amène quelqu'un qui est en niveau bac plus 5 et qui est largement financé, qui paye très peu. Il gagne un peu moins que le SMIC, dont 80% du salaire est financé par ces fameuses aides. Donc voilà comment le système a été dévoyé. Donc, je crois savoir que le gouvernement commence à s'inquiéter de la question et de la mettre le haut là. Alors, première question sur l'apprentissage, c'était juste une observation pour dire qu'on a un bon système, mais qu'on est dans un pays où on est très fort pour tout dévoyer très rapidement. Voilà. Premier commentaire. Deuxième sujet, vous avez parlé, en attaquant les missions, bien sûr, de la transmission des connaissances. C'est le rôle essentiel des professeurs. Non, j'ai mis les 4 missions sur le même plan. Oui, non, mais j'ai balayé la Et j'ai pas dit transmettre, j'ai dit faire acquérir. J'allais y venir. Faire acquérir, donc ça suppose qu'on ait également certaines méthodes. Et ça m'amène à parler de la formation des enseignants. Donc aujourd'hui, les publics sont de plus en plus difficiles pour ces enseignants. Les salaires sont ce qu'ils sont. Donc comment pensez-vous qu'on va attirer dans le système des gens qualifiés? Et vous l'avez dit à juste titre, la difficulté, elle est au niveau du primaire en France. Ce n'est pas dans les niveaux supérieurs. Bien sûr, il y a des difficultés au niveau supérieur. Mais comment se fait-il qu'on arrive avec des enfants dont 20% ne savent pas s'exprimer quand ils rentrent en 6e?
Donc aujourd'hui, l'école parvient-elle encore à éduquer? Il faut commencer par parler de ça. Je pense que c'est fondamental. Et aujourd'hui, bon, je n'ai pas la réponse en venant assister à cette conférence. Voilà. Mais par exemple, sur le second point, par exemple, la réforme, il y a une réforme en cours de la formation initiale des enseignants, c'est-à-dire à la fois des enseignants du primaire et des enseignants du collège, plus exactement des certifiés. La réforme ne concerne pas les agrégés, mais les enseignants du primaire et les certifiés. C'est toujours pareil, c'est très compliqué, etc. Mais quel est l'axe central de cette réforme? Et elle va aller dans votre sens, c'est pour ça que votre intervention me le fait préciser. Désormais, les jeunes gens qui seront licenciés, c'est-à-dire à Bac+3, pourront passer le concours de recrutement pour être professeurs, soit professeurs des écoles, soit certifiés. Alors que jusqu'à maintenant, c'était Bac+5, c'est-à-dire 2 ans de plus à l'université. On ramène le concours à Bac+3 au niveau licence. Pourquoi on le ramène au niveau licence? Parce que s'ils sont reçus, ils feront une première année à l'université en étant payés. Ils seront élèves fonctionnaires et en faisant de l'observation dans des classes ou en accompagnant des professeurs existants. Autrement dit, on organise un concours plus tôt au niveau licence pour favoriser une première année, si je puis dire, payée d'apprentissage concret. L'apprentissage n'est pas réservé aux métiers mécaniques, etc. Et puis, deuxième année, et qui conduit à un master, ils ne sont plus élèves fonctionnaires, ils sont fonctionnaires stagiaires, ils sont payés davantage et ils seront enseignants en responsabilité. Et c'est à l'issue de ces 2 ans-là qu'ils seront titularisés. Et la contrepartie de ça, vous voyez le schéma, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a un engagement de 4 ans. C'est-à-dire qu'une fois titularisés, il faudra qu'ils restent 4 ans comme professeurs. Sinon, ils rembourseront ce qu'ils auront été payés. Eh bien, cette réforme, que je considère comme particulièrement intelligente, elle est de nature à attirer beaucoup de jeunes. Parce que, on ne fait pas des études éternelles à l'université, on ne va que jusqu'à la licence, jusqu'à passer un concours d'enseignant. 2, on est payé en première année de master, puis en deuxième année de master, et on a simplement une obligation de 4 ans qui évite d'être remboursé. Et donc je pense que, alors, indépendamment même du contenu de la formation, je ne parle pas du contenu, mais le contenu lui-même est en train d'évoluer, mais je ne rentre pas dans ce détail. Je montre simplement la façon dont on conçoit l'entrée dans la vie professionnelle de jeunes gens en direction du professorat, et dont on l'aide, comme autrefois. Justement, toi autrefois, mon épouse, etc., il y a 50 ans, il y avait le système des IPS, et c'était exactement ça, le système des IPS. C'est-à-dire que vous passiez un contrat avec l'État pour être formé, vous étiez payé, vous étiez enseigné. Ça a attiré beaucoup de gens. Ça s'est terminé parce qu'on n'avait plus les ressources pour le faire. On le reconstruit autrement. Et ça, j'ai beaucoup d'espoir sur cette affaire. Beaucoup d'espoir. Les IPS, ce sont les anciennes écoles normales, c'est ça? Non, les anciennes écoles normales, c'était quand même pas mal. Là, on est en train d'y revenir avec ce que vous m'expliquez. Non, les IPS sont passés à la fin de la première année d'université. Non, les écoles normales, c'était pour faire des instituteurs. Oui, et il y avait une école normale, oui. Dans ma question, je parle d'école primaire et je suis content d'entendre qu'on revient à cette notion d'école normale qui formait des enseignants qui savaient enseigner. Bon, enfin, ça nous emmènerait trop loin. Mais je veux dire, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a pris conscience de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y avait un risque que le métier d'enseignant, surtout parce que dans notre école, on parle de l'école que quand il y a des drames, vous comprenez? Alors, et surtout au niveau du collège, à l'école primaire, dans une société qui est plus difficile, le métier d'enseignant est devenu plus difficile. Et donc, il y a un risque non négligeable qui l'attire moins. Vous avez raison. Je pense que la réforme dont je viens de tracer l'axe central est de nature à attirer davantage. Indépendamment du fait, naturellement, qu'il faut adapter la formation initiale des enseignants à leur métier futur. Mais je répète une chose importante. Le point important des enseignants, ce n'est pas tant la formation initiale que les accompagner tout au long de leur vie. C'est ça le point central. Et sur ce point central, nous n'avons pas beaucoup progressé. Oui, je peux vous dire que quand j'entends parler ma femme,
la formation initiale, ils vont lâcher dans une classe après une sortie d'université, hein, donc accompagnement quasiment zéro. Et pour ce qui est de la formation tout au long de l'accompagnement tout au long de la vie, je n'ai rien à vous dire. Hein. Oui, c'est assez compliqué, vous savez, parce que beaucoup de professeurs ne veulent pas être formés tout au long de la vie. Oui. Ma femme était demandeuse, hein, donc... Votre femme est demandeuse, c'est très bien. Ah, ça, c'est un théorème général du système éducatif. Il est tellement nombreux. Il y a... combien? Disons 800 000 enseignants, il y a 14 millions d'élèves, il y a 60 000 écoles, il y a 10 000 collèges. Il est tellement nombreux qu'on ne peut pas dire quelque chose qui soit faux. Voilà. Et puis pour finir et lâcher le micro, je vais juste lancer un sujet qui risque d'être un peu polémique, on va dire. Vous avez dit il faut, vous avez prononcé un mot très important en France, égalitarisme. Hein, pour parler du fait qu'on ne diversifiait pas assez les moyens entre les zones où il y avait des besoins difficiles, importants, et les autres. Mais à l'inverse, les classes de niveau, je vais parler des classes de niveau, est-ce que vous pensez sérieusement, justement pour cet objectif d'égalitarisme, qu'on peut faire croire aux gens qu'en mettant dans une même classe des élèves de niveaux très différents, on va arriver à tirer tout le monde vers le haut? Hein, vous avez parlé en plus d'effectifs dans des classes de 23-24, ma femme était plutôt à 30, hein, c'est collège, dans une classe de bon secteur, avec des niveaux très différents. Je peux vous dire que c'est très difficile de faire acquérir des notions à 30 élèves qui sont très différents. Alors voilà. Donc pourquoi continue-t-on à faire croire aux gens qu'en ne créant pas de classe de niveau, on va tirer tout le monde vers le haut? Parce que c'est vrai. Parce que le système des classes de niveau est un mauvais système. Et est un mauvais système. Alors ça, c'est une chose qui est bien étudiée. Naturellement, dans votre phrase, ce qui est important, c'est le mot très. Élèves très différents. Je vais revenir, mais gardez ça en tête, c'est le problème du trait. Mais a été étudiée la comparaison entre deux systèmes d'éducation, soit des classes homogènes par niveau, des classes fortes, des classes faibles, soit des classes relativement hétérogènes, pas très différents, mais pas mal différents. Et c'est le second point qui mène à la fois en niveau global et en niveau, je veux dire, entre élèves, qui mène le mieux. Pourquoi? Parce que si vous faites des classes de niveau, les bonnes classes en profitent et les mauvaises classes, c'est terminé. Plus personne n'arrive à faire progresser les élèves des mauvaises classes. Tandis que si vous faites des classes, tandis que si vous faites des classes hétérogènes, pas très différents, mais relativement différents quand même, à ce moment-là, les bons élèves progressent un peu moins que dans la classe homogène, c'est exact, mais pas beaucoup moins, un peu moins, et les élèves plus faibles progressent beaucoup plus que dans la classe homogène de faible niveau. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver des classes hétérogènes, moyennes, disons, et faire du complément pour les élèves qui sont très très divers, en dehors de la classe, en dispositions spécifiques et particulières. C'est ça qu'il faut faire. Alors ça, petit à petit, on est en train de faire ça. Mais ça ne dit rien quant au métier de professeur. Il est évident que votre femme ou vous-même avez raison. Le métier de professeur est plus difficile dans une classe hétérogène. C'est vrai. Mais la question n'est pas de faire un métier de professeur facile. Ça ne peut pas être un objectif de l'école de faire en sorte que le métier de professeur soit facile. L'objectif de l'école, c'est de faire en sorte que les élèves progressent le plus possible. Et donc les professeurs doivent contribuer à ça, et en effet, ça fait un métier qui est assez difficile. Et pourquoi il est assez difficile? C'est très simple. C'est parce que l'école n'est pas en dehors de la société. Elle ne reflète pas la société. Ça n'est pas vrai, les gens disent l'école reflète la société. Dans ces conditions, il n'y a pas de politique éducative. Si l'école reflète la société, il suffit de s'occuper des problèmes de la société, des problèmes du logement, des problèmes de l'immigration, des problèmes de ce que vous voulez. Bon, mais elle ne reflète pas. Mais elle n'est pas non plus sur la Lune, l'école. Elle n'est pas autonome par rapport à la société. Et on le voit bien avec la question de la violence, par exemple. Une des raisons pour lesquelles l'école, aujourd'hui, a plus de mal, et les professeurs ont plus de mal, y compris dans des classes hétérogènes qu'il y a même 30 ans, c'est parce que, précisément, cette hétérogénéité prend des formes plus violentes.
plus radicale, plus contestatrice quant à ce qu'on enseigne. Je l'ai dit tout à l'heure. Au lycée, même des bons élèves, par exemple, même quand j'ai fait le rapport il y a une vingtaine d'années, même des très bons élèves se demandaient à quoi servait qu'on les bourre de maths. C'est un problème. Et d'ailleurs, c'est vrai, si vous voulez bien y réfléchir une seconde, puisque vous avez des machines à calculer, à quoi sert d'enseigner les mathématiques? Puisque vous avez maintenant l'intelligence artificielle, à quoi sert de faire des devoirs à la maison? Ça, la réponse est simple, c'est fini, c'est non. C'est non. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'école sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi est-ce qu'on les fait encore alors qu'on a une technologie qui permettrait de s'en passer? Pour les mathématiques, moi, ma réponse est simple. Il faut faire des mathématiques pour, je crois, 2 raisons. 1, parce que ça donne des ordres de grandeur, ce que ne donnent pas les appareils, les machines à calculer. Les machines à calculer, si vous les utilisez, si vous n'avez pas en tête des ordres de grandeur et s'il y a une erreur, vous ne verrez pas l'erreur. Donc faire des mathématiques et se colter avec des mathématiques, c'est vous donner des ordres de grandeur et c'est donc vous donner des garde-fous quant à l'erreur d'utilisation des machines à calculer. Point 1. Et puis point 2, faire des mathématiques, c'est vous forger un esprit organisé, ordonné. Il n'y a d'ailleurs pas que les mathématiques qui font ça. Autrefois, le latin le faisait, etc. Mais ça vous donne un esprit. Et aujourd'hui, il peut y avoir d'autres matières. Et d'ailleurs, par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument, au titre de l'éducation à vivre ensemble, qu'on favorise une éducation avec les gens qui sachent échanger des arguments plutôt que des coups avec les autres. Eh bien ça, c'est plutôt l'enseignement des sciences que les mathématiques qui le permettent. Parce que l'enseignement des sciences, on regarde ou on observe ou on expérimente quelque chose et on discute d'une expérience, de ses résultats, etc. Autrement dit, les différentes disciplines, alors que la technologie permettrait éventuellement de s'en passer, nous retrouvons ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire elles n'ont pas leur fin en elles-mêmes. On n'apprend pas des mathématiques pour des mathématiques, sauf les gens qui deviendront chercheurs en mathématiques ou professeurs de mathématiques. Et il y a des tas de gens qui aiment les mathématiques. Mais les gens normaux, ils font des mathématiques pour autre chose. Pour autre chose, c'est-à-dire pour avoir un esprit bien je ne sais plus pourquoi je raconte ça, mais enfin, je suis loin de votre question. Mais enfin, bon. On s'est éloigné, mais je suis d'accord avec vous quand j'ai dit qu'il faut que les classes soient homogènes. Non. Il faut qu'elles soient pas trop. Il faut qu'elles soient hétérogènes, mais pas trop. Oui, voilà, mais vous savez très bien comment ça se passe. Non. Juste, comment on a un horaire. C'est moi qui réponds trop longtemps. Avant la prochaine question, j'aimerais que tu nous dises un mot pacte, du fameux pacte. Comment il s'appelle? Ménis Papendai? Oui, attends. Le pacte qui a été créé pour que les enseignants fassent un peu autre chose qu'enseigner. Oui. Oui, ça c'est une très grande réussite. J'arrive. Après, nous aurons le temps. Dernière question. J'ai juste un témoignage qui va un peu dans le sens. Donc, je dis, voilà, parce que j'ai ma petite fille qui est avant, au collège, elle m'a expliqué que cette année, en maths et en français, elle se retrouvait au début d'année, ils ont eu leur cours. Pendant un mois, les professeurs ont vu les niveaux. Et puis, depuis le mois de décembre, ils sont en 3 classes. C'est-à-dire qu'il y a les meilleurs, les moyens, il y a 3 niveaux. Non, mais c'est pour dire que actuellement, c'est un peu le contraire de ce qu'on peut dire, non? Il y a 3 classes homogènes, le plus homogènes possible, et c'est les professeurs qui ont dû se débrouiller pour faire ces 3 classes. Et donc, voilà, c'est mis en place, là, cette année. Se débrouiller, se dévouer. C'est 2 matières, maths et français. Oui, c'est plutôt 2 matières. Elle, elle trouve que c'est très compliqué, parce qu'en plus elle est déléguée, parce que du coup, il n'y a plus la même classe, qui se retrouve avec des enfants différents, et du coup, la classe est plus, il n'y a plus l'esprit de classe qu'on avait avant. Voilà. Alors, nous avons entendu une dernière question, après quoi vous pourrez continuer de discuter avec Claude, qui pourra dédicacer ses ouvrages, derrière la table là. Mais bien sûr, dernière question. Après quoi, il y aura aussi, conformément à la tradition, une synthèse qui sera faite par Bertrand. Et puis, nous pourrons prendre un verre d'amitié. Et puis, en sortant, vous pourrez également participer aux frais de la soirée, si vous le souhaitez, à travers une petite offrande là, dans la corbeille que vous trouvez en sortant. Merci beaucoup.
bonsoir monsieur, je ne suis pas dans le monde de l'enseignant en tant qu'enseignant, mais je le fréquente d'assez près. Je vous remercie d'avoir parlé du conservatisme. C'est horrible dans l'éducation nationale combien cette institution peut être conservatrice. Mais c'est fatal. Ce que je voulais dire, c'est fatal. bien sûr, C'est c'est pour ça que je rebondis C'est dessus. pas un défaut, c'est dans la nature des choses. Donc, pour répondre à la question, moi, j'ai envie d'utiliser les deux mots suivants, l'orientation et la sélection. L'orientation, vous en avez parlé, mais pas dans le sens que j'aimerais développer, à savoir que l'orientation devrait avoir pour but, et la réforme Blanquer, Mathieu est un échec là-dessus, l'orientation devrait avoir pour but de permettre à chaque jeune de découvrir ses appétences, ses qualités, ce qu'il va pouvoir développer dans la société, et non pas lui proposer une diversité d'enseignements dont il ne sait pas lequel choisir. Apprendre à se connaître, pour moi, c'est vraiment la base de l'orientation. Le deuxième mot, c'est celui de la sélection. Il faudrait que l'on arrête à vouloir viser une égalité de résultats dont je ne comprends pas le sens et ce qu'elle signifie, il faudrait la définir, mais je pense que la sélection a une vertu, c'est qu'elle permet aux gens de réussir, parce que si j'intègre à l'école polytechnique un jeune, c'est parce que je sais qu'il sera diplômé à la fin de sa scolarité. Et je voudrais finir en disant que dans la diversité qui peut être offerte aux jeunes, dans les appétences qui sont les autres, à supposer qu'on les aide à découvrir, je crois quand même qu'avant tout, dans le socle commun que vous avez développé, il y a des notions sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est le goût du travail. La deuxième, c'est le sens de l'effort. Le troisième, c'est le respect de l'autorité. Voilà, tous ces concepts-là, aujourd'hui, on en est bien loin, vraiment bien loin. Et j'espère que la réforme des enseignants, dont vous nous avez dit toutes les vertus tout à l'heure, eh bien, pourra le mettre en œuvre. Merci. Alors, je vais répondre sur deux points. D'abord, l'orientation, je préfère appeler ça l'éducation au choix, mais c'est la même idée. Je suis parfaitement de votre avis. Je pense que ça doit être un point très important de la formation des jeunes au cours du collège, les 4 années du collège, depuis la 6e jusqu'à la 3e, le tout pour favoriser une bonne orientation de fin de 3e et ensuite de fin de seconde, et ensuite, bon. Contrairement à vous, je crois que l'éducation au choix, j'ai mal compris ce que vous disiez, mais je vais préciser alors votre pensée à ma façon. Je pense que l'éducation au choix, ça a trois volets. 1, aider le jeune à savoir ce qu'il a envie d'apprendre, et peut-être de faire, et à vrai dire, quand il s'agit de jeunes de 14-15 ans, d'apprendre. Parce que de faire, bon, je veux dire, vous saviez ce que vous vouliez faire à 14-15 ans, moi pas. Et en tout cas, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Donc, apprendre aux jeunes ce qu'ils ont envie d'apprendre. 2, leur dire qu'est-ce qu'il y a après le collège comme possibilité de filières d'apprentissage, y compris les filières auxquelles, jusqu'à une date récente, les enseignants étaient assez rétifs à les leur montrer. Filières d'apprentissage, filières d'école de commerce, précisément, etc. Bon. Et 3, avoir une idée tout de même du marché du travail, c'est-à-dire des compétences et des comportements qu'on demande dans la vie professionnelle, des endroits qui sont susceptibles de se développer, des endroits, etc. Alors je crois que c'est sur ces 3 terrains-là qu'il faut faire le travail d'éducation au choix. Et on ne le fait pas bien et on ne le fait pas suffisamment. Vous avez parfaitement raison. Mais pour moi, ce qui doit primer, c'est qu'ils sachent ce qu'ils veulent apprendre. C'est ça qui, pour moi, devrait primer. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner une formation qui puisse ensuite être réinvestie dans différents métiers. Prenons l'exemple des STAPS. C'est un bon exemple, les STAPS. C'est des enseignements universitaires qui permettent d'être, en théorie, professeur d'éducation physique et sportive. Bon. Beaucoup de jeunes gens veulent entrer dans les STAPS. Et beaucoup plus y entrent que de jeunes gens qui seront reçus au concours pour être professeurs d'EPS. Par conséquent, beaucoup de jeunes gens auront fait des STAPS et ne feront pas professeurs d'EPS. Il faut donc que la formation STAPS permette d'acquérir un certain nombre de compétences et de comportements suffisamment généraux pour être réinvestis dans d'autres métiers que professeurs d'EPS. Eh bien, c'est, je crois, cela. C'est-à-dire, si on permet aux jeunes gens, grâce à une bonne éducation au choix, de mieux savoir ce qu'ils ont envie d'apprendre,
et que du coup, on leur offre la possibilité de suivre des enseignements qu'ils ont envie d'apprendre. Et peut-être, c'est ce que j'ai dit et que vous dites à votre façon, en restreignant davantage les enseignements du lycée pour que ça soit davantage ciblé sur ce qu'ils ont envie d'apprendre. À ce moment-là, il faut que ces enseignements, tout de même, fournissent des comportements et des compétences suffisamment générales pour qu'en somme, elles puissent être réinvesties dans d'autres domaines que directement le métier sur le papier auquel ça rapporte. Le deuxième point sur lequel je réponds, mais c'est très rapide, monsieur, le goût du travail, le goût de l'effort, le sens de l'autorité, ça, c'est des critiques qu'il faut adresser à la société. Il est impossible que l'école, toute seule, puisse développer ça dans le sens que vous souhaitez. C'est la société qui doit, comment dirais-je, sur ces sujets-là, si on le pense, et je crois qu'il faut le penser, je le crois comme vous, c'est la société qui doit davantage, si je puis dire, montrer l'exemple et aider l'école à les faire se développer en son sein. L'école ne peut pas développer ces trois choses-là que vous appelez de vos voeux si elle le fait toute seule. L'école ne peut pas développer le goût de l'effort alors que l'essentiel de ce que pensent les Français, c'est leur congé et pont du mois de mai. L'école ne peut pas développer le goût de l'effort. Par exemple, nous sommes vieux ici. Tous, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons des enfants qui sont relativement jeunes et des petits-enfants aussi. Ils ont à l'égard du travail une toute autre conception que nous, tout autre. Mes enfants ont une toute autre conception du travail que moi et en somme ne se crèvent pas au travail et d'ailleurs néanmoins gagnent bien leur vie. Bon, eh bien l'idéologie du travail, le goût de l'effort, tout ceci s'est affaissé dans la société française. L'école toute seule ne peut pas le remettre d'aplomb. Et si vous l'appelez de vos voeux, et je crois que vous avez raison, c'est un projet de société plutôt qu'un projet éducatif qu'il faut développer. Ça vaut pour l'autorité. Ça vaut pour l'autorité. On peut vouloir, et on a raison, qu'il y ait davantage d'autorité qui soit manifestée à l'endroit des professeurs. On a raison. Mais il faut aussi que les adultes dans la société montrent le bon exemple. Lorsque des ministres trichent, lorsque des acteurs de renom violent les femmes, etc., l'école ne peut pas, à elle toute seule, remettre d'aplomb quelque chose qui tient à l'autorité qu'on doit manifester à l'endroit des adultes qui vous côtoient. Je suis sérieux. C'est un projet de société. Après, on ne reviendra jamais à l'autorité de Non, l'âge d'or de l'école. Mais naturellement. Comme le travail, l'autorité a changé. Mais naturellement. Il faut plutôt croire à l'autorité de compétence. Et si on a des enseignants et des personnels éducatifs réellement formés à ça, parce que pendant des années, on ne les a pas formés à la gestion de classe, à des techniques de dynamique de groupe, eh bien, la seule autorité qui fonctionne aujourd'hui, c'est l'autorité de compétence. Moi, j'ai des collègues qui ont les compétences et qui sont respectés. On ne parle pas d'autorité verticale, mais on parle d'autorité, de compétences. Les élèves savent reconnaître. Et malheureusement, moi je vois dans mon lycée, contrairement à Henri IV, on a 20% de professeurs contractuels, monsieur, qui un jour sont par exemple représentants de commerce et le lendemain sont profs de commerce. Ils ont été recrutés en 15 minutes. Alors ce genre de choses aussi dévalorise complètement l'école. Et ça, il faut espérer qu'on aura des professeurs qui sont vraiment reconnus, mais avec une vraie formation qui correspond aux réalités de la société. Et bon, ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation enthousiaste. Malheureusement, il est temps de conclure. Il faut encore, vous pourrez continuer de discuter avec Claude. Merci beaucoup, messieurs, Claude et Olivier, pour ce débat passionnant. Merci pour votre participation. Et maintenant, la synthèse de Bertrand. Alors, synthèse, c'est pas synthèse, mais en tout cas quelques mots-clés que j'ai relevés à l'écoute des propos de Claude Thénault et aussi de ce que vous avez exprimé dans le débat. Alors d'abord, ce que je retiens, c'est que les sujets sont très tranchés, en fait. Il y a des idées qui s'expriment de manière très ferme dans ces domaines-là. Et on sent que voilà, ça renvoie à des expériences personnelles fortes et des avis tranchés. Alors, un mot que je retiendrai peut-être du début, c'est peut-être du clivage à l'équilibre. Il y a beaucoup de clivages, au fond, que Claude a évoqué entre les élites et le peuple. Ça, c'était surtout dans la partie historique, mais également sur le secteur public et le secteur professionnel,
sur le côté laïcard de certaines positions et à l'opposé certaines positions intégristes, et qu'on essaye, face à ces clivages, d'aller vers un certain équilibre pour trouver plus peut-être d'apaisement et d'efficacité dans le fonctionnement de l'école. Alors, un chiffre, c'est 4. Alors, 4, ce sont les 4 objectifs de l'école, donc ça, vous les avez sur le papier qui vous a été transmis. Donc, non pas transmettre, mais faire acquérir des connaissances. Faire acquérir. Voilà, si je fais bien retenu l'alliance. Préparer la vie professionnelle, former le futur citoyen, et puis réduire les inégalités. Alors, j'ai relevé peut-être un paradoxe entre certaines réussites de l'école. Claude a évoqué la réussite de la massification, notamment, avec l'objectif à fixer Jean-Pierre Chevènement, mais face à ça, également des échecs, peut-être une certaine baisse de niveau dans certains endroits, notamment dans l'école primaire, et puis échec aussi dans la réduction des inégalités. Alors il y a peut-être une opposition aussi entre peut-être un certain conservatisme de l'école, qui est dans sa nature, disait Claude, et puis j'y vois peut-être une opposition avec l'envie des élèves. C'est-à-dire que l'envie des élèves peut s'orienter dans des directions extrêmement diverses. Voilà, je dirais aussi, ce que j'ai relevé, c'est un mot que j'ai trouvé amusant, c'est qu'il était plus difficile d'expérimenter que de rédiger des circulaires. Alors ça, c'est beau pour quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les ministères. Voilà, c'est aussi peut-être une preuve d'humilité de dire qu'il est dur d'agir dans l'éducation nationale, et les expériences qui ont été partagées aussi par la salle montraient qu'il était difficile d'agir dans ce domaine-là. Et puis peut-être une dernière chose qui est de dire qu'on ne peut pas se tromper en disant des choses fausses sur l'école, dans la diversité de l'école intégrante. En tout cas, merci beaucoup Claude de nous avoir éclairé sur toutes ces questions, et on voit que c'est d'ailleurs un sujet qui reste ô combien d'actualité. Merci beaucoup.